L'association IFC Que Choisir évoque aujourd'hui une fracture sanitaire en publiant une carte édifiante. C'est simple, les déserts médicaux couvrent une large partie du territoire. Si vous êtes loin d'une grande ville, un quart d'entre vous doit faire au moins une demi-heure de voiture pour trouver un généraliste sans avoir l'assurance de payer un tarif abordable. Et nous ne parlons là que des généralistes, ça se complique encore. C'est inquiétant d'ailleurs pour trouver un pédiatre, un gynécologue ou encore un ophtalmologue. Avec nous ce soir, un praticien et un législateur. Alors première question, on connaissait la fracture sociale, voici la fracture sanitaire. Cette expression a-t-elle du sens pour vous? Je vous donne la parole, monsieur le député Guillaume Garot. Merci. Bien sûr qu'elle a du sens pour nous, mais elle en a surtout pour tous ceux qui aujourd'hui ne trouvent pas de médecin. Ça veut dire que selon qu'on habite dans un territoire, un département, une ville bien dotée ou mal dotée, et bien du coup on n'a pas le même accès aux soins. Et on voit que année après année, les différences entre les territoires s'aggravent, donc les inégalités entre les Français s'aggravent. Et puis il y a des chiffres très simples. Alors vous rappeliez ceux de l'Institut Que Choisir, mais il y a des chiffres qui sont aussi donnés par le ministère de la Santé lui-même et qui sont édifiants. Vous savez, aujourd'hui, il y a 3 fois plus de médecins dans les Hautes-Alpes, je parle des généralistes là, que dans l'Eure-et-Loir. Ça veut dire que par habitant, il y a 3 fois plus de médecins, une densité 3 fois plus importante dans les Hautes-Alpes que dans l'Eure-et-Loir. Et c'est pire encore si on voit les spécialistes. Ça veut dire que le rapport de densité, il va de 1 à 17 pour les dermatologues, entre l'Ariège par exemple et Paris. Ça veut dire qu'à Paris, il y a 17 fois plus de dermatologues par habitant que dans l'Ariège. Et puis pour les ophtalmos, vous les citiez, eh bien, on arrive à une proportion de 1 pour 18. Il y a 18 fois plus d'ophtalmos à Paris que dans la Creuse. Donc il faut aujourd'hui avoir des mesures très vigoureuses, très fortes pour mieux répartir nos médecins à l'échelle nationale. Alors je ne dis pas que c'est simple, mais je dis qu'il y a une urgence à le faire. Voilà, on a tous nos statistiques, nos chiffres qui sont très parlants. Pour vous, docteur Marty, j'ai pris un exemple d'une région que vous connaissez bien, l'exemple d'un petit village du Tarn-et-Garonne, Malose. Si vous n'avez pas de voiture, que vous habitez à Malose, c'est catastrophique. Pas un généraliste à moins de 30 minutes, pas de gynécologue, d'ophtalmologue, ni de pédiatre à moins de 45 minutes. La médecine de campagne existe-t-elle encore? Non, mais c'est catastrophique partout. C'est ça qu'il faut comprendre. On n'est plus en train de regarder un effondrement. L'effondrement, il y est. La médecine, elle est par terre. Et on est tous devenus maltraitants. Les spécialistes, les généralistes, aujourd'hui, on est tous maltraitants. Moi, quand je suis dans une région qui est une région magnifique, entre Toulouse et Montauban, avec tout ce qu'il faut. Et pour autant, il me faut 6 mois si je veux un rendez-vous chez un dermatologue, 3 mois pour un cardiologue, parfois plus d'1 an pour un ophtalmo ou un dermato, etc. Le problème, il est partout. Et pourquoi? Parce que les différents gouvernements, et celui-ci prenant la suite, n'ont absolument rien voulu faire pour la médecine libérale. Et aujourd'hui, elle est au sol, exactement comme l'hôpital est au sol. Et c'est assez amusant de voir des gens dont les partis politiques sont en responsabilité de la situation nous sortir des vieux marronniers, comme vous l'avez dit, tels que l'obligation d'installation, alors même que l'on sait qu'aujourd'hui, et les cartes du FC Que Choisir le montrent très bien, les déserts sont partout. Alors on peut sortir des espèces de détails, comme vient de le faire M. Garot, sauf que, omettre de dire que les professions en question sont des professions qui sont souvent des professions en relation avec des plateaux techniques, c'est-à-dire en relation avec des établissements de soins, et que donc par essence, ces établissements de soins ne sont pas présents dans les zones hyper rurales, c'est enlever une partie de l'explication, et c'est pas très honnête. Les fausses solutions, ce que vous appeliez les fausses solutions, donc l'obligation en fait, obliger les médecins à s'installer dans les zones les plus touchées par les déserts médicaux, c'est pas possible selon vous, hein? Non, c'est pas possible parce que si vous voulez, c'est une problématique qui est extrêmement complexe et qu'on ne peut pas regarder avec le gros bout de la lorgnette. Un désert médical, c'est une empreinte digitale. Il n'y a pas un désert qui ressemble à notre désert. Il n'y a pas un désert qui a les mêmes causes que notre désert. Et donc, si on ne définit pas avec les forces vives d'un territoire, c'est-à-dire les chambres d'agriculture, de commerce, d'industrie, la voirie, la protection civile, etc., etc., ce qui fait que ce territoire-là est devenu un désert, pourquoi les médecins en sont partis alors qu'ils étaient là auparavant, on n'arrivera pas à trouver la solution. Et donc dire
de façon extrêmement simple. Il n'y a qu'à les obliger à s'installer. Alors même que nous avons une profession qui s'installe tard, qui s'installe souvent avec une médecine qui est devenue le deuxième métier du ménage, c'est-à-dire que le conjoint a un travail encore plus technique, le conjoint ou la conjointe, que celui qui est médecin, et que donc lui trouver un travail à ce conjoint ou cette conjointe, c'est encore plus difficile. Dans des zones où il n'y a pas d'école pour les enfants, etc., pour les zones hyper rurales, dans des banlieues difficiles dont la République est partie depuis des années, avec des banlieues des fois violentes, etc. Et on dit, il n'y a qu'à faire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La problématique, c'est de rendre attractives ces professions, de faire que tout d'un coup, si on prend les généralistes, on est vraiment 100% de gens qui s'installent, alors que là, sur 100% de généralistes formés, il n'y en a que 60% qui vont s'installer, et encore leur faut-il 7 ans à 8 ans avant qu'ils s'installent. On en perd 40, tellement que la profession est devenue peu attractive par les différents décrets et lois sanitaires successives. Donc c'est un travail de longue haleine qu'il faut mener avec la profession. Et le premier axe, c'est de tenter d'essayer ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent, c'est-à-dire d'honorer justement les soignants. La France est un pays qui ne paie pas ses aides-soignantes, qui ne paie pas ses infirmières, qui ne paie pas ses médecins à l'aune de ce qu'ils devraient être. Et on s'étonne que l'hôpital s'effondre, 30% de postes vacants de PH à l'hôpital public, des médecins et des infirmières, etc., mal rémunérés. Et dans le libéral, c'est exactement pareil. Et le bilan est celui des différents politiques qui n'ont pas voulu aborder cela, qui ont cru que le système tiendrait sans payer les soignants. Je vous donne la parole très vite, Guillaume Garot, député socialiste de Mayenne, parce que lors de l'examen en première lecture du PLFSS, le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, vous avez défendu un amendement qui va dans le sens d'une obligation d'installation d'un médecin dans des zones désertiques, appelons-les comme ça. Hélas, je n'ai pas pu le défendre parce qu'il y a eu le 49.3. Vous l'aviez proposé, bon. Voilà. Bien évidemment, je l'avais proposé et j'aurais voulu vraiment le défendre avec beaucoup de députés. Vous savez, j'ai mis en place un groupe de travail transpartisan avec des députés de gauche, de droite, du centre, pour proposer ensemble des solutions d'urgence face à la désertification médicale. Alors, c'est trop facile de dire, les politiques, ils sont tous responsables de ce qu'on vit aujourd'hui. Moi, je veux dire aussi à notre interlocuteur que sur les dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de gestes, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts pour qu'on trouve ensemble des solutions. Mais moi, je prends ma part de responsabilité, bien évidemment. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que pour ces solutions d'urgence, je crois qu'il faut être sur l'idée de la régulation de l'installation pour faire en sorte que les inégalités entre les territoires et donc entre les Français ne s'aggravent pas davantage. Ça veut dire qu'on demande aujourd'hui à un médecin de ne pas s'installer là où il y a déjà suffisamment de médecins. Et pour moi, ça vaut autant pour les généralistes que pour les spécialistes. Et puis, puisqu'on sait que ça ne suffira pas, il faut aussi proposer aux jeunes médecins de s'installer là où on a besoin d'eux, là où les patients, leurs futurs patients, les attendent finalement. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler avec les internes en médecine, ça va de soi aujourd'hui, mais je pense qu'on ne peut pas dire on va continuer comme on a toujours fait. Ça, c'est pas possible, parce que ça ne produit pas les résultats. Et on sait très bien qu'il faut reconnaître, respecter et donner toutes ces conditions favorables à l'exercice libéral de la médecine. Ça va sans dire, mais il faut aussi dire qu'aujourd'hui, pour les jeunes médecins, il y a le choix vers le salariat. Il faut aussi le respecter et l'encourager lorsque c'est nécessaire. Il y a la volonté de travailler non loin d'un hôpital, y compris en exercice libéral, en médecine de ville. Eh bien, ça aussi, il faut l'encourager. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a sans doute pas une seule solution, mais un ensemble de solutions. Et parmi ces solutions, en effet, il y a la régulation de l'installation, parce que sinon, on n'arrivera à rien. Ça veut dire qu'on ne donnera pas la capacité aux Français de trouver un médecin près de chez eux. Et où il n'y a pas assez de médecins, des zones surdotées où il y a trop de médecins, et puis il y a des situations d'entre-deux. C'est le cas de Marcel qui nous appelle de Colombes. Bonsoir Marcel. Bonsoir. Me permettez-vous de dévoiler votre âge aux auditeurs ? Moi, j'ai 90 ans, moins de moi. Alors, expliquez-nous votre situation. Eh bien, j'avais un médecin. Je n'arrive pas à trouver un médecin référent. Et je voulais dire qu'il n'y a pas que dans la France qu'il y a des déserts médicaux. Ici, il y a des médecins, mais j'ai fait tous les médecins de Colombes. Je ne trouve pas un médecin qui puisse me prendre.
Ils sont tous surbookés. On ne prend plus de patients. On ne prend plus de patients. Je n'entends que ça. Et maintenant, ça fait 2 ans que j'attends un médecin référent. Je ne sais plus quoi faire. Ah, que voulez-vous? On dit que le 15 est surbooké, qu'il y a trop de monde dans les hôpitaux. Moi, si j'ai un problème, je suis obligée de faire le 15 que je ne suis pas sûre d'avoir. Je n'arrive pas à avoir SOS médecin. Alors, que fait-on? Et pourtant, c'est Colombes qui est à la petite banlieue de Paris. Voilà, c'est ce que j'allais préciser au docteur Jérôme Marty. Exactement. Colombes se trouve Alors, en il y a région pas parisienne, qui n'est pas un désert médical pour le coup, Jérôme Marty. Mais je connais, mais ça montre, et je salue notre auditrice, et elle qui a connu l'époque où la médecine libérale maillait complètement le territoire et où on pouvait être suivi par un médecin. Aujourd'hui, et c'est ce qui montre la simplification de la régulation telle que l'entend M. Garot. Le problème, c'est qu'il y a des déserts médicaux, et ils sont, on l'a vu, quasi partout, mais il y a énormément de zones qui sont des déserts en devenir. Toulouse, par exemple, est un désert en devenir. Toulouse, dans 10 ans, est un désert médical. Pourquoi? Parce que 60% des médecins sont à moins de 10 ans de la retraite et moins de 40% ont moins de 40 ans. Et donc, la bascule va se faire vers un désert médical à Toulouse qui pourtant est très loin d'être un désert. En raison d'une crise des vocations, c'est ce que vous nous dites. Voilà, Jérôme donc Marty. calculer à l'aune des seuls déserts existants est une erreur. Et je vous mets d'ailleurs je vous mets au défi de trouver un seul maire qui vous dise « moi j'ai trop de médecins ». Moi j'ai trop de médecins, je ne veux pas qu'il y en ait qui s'installent. Trouvez-moi un médecin, d'ailleurs, de façon assez amusante, si le sujet était amusant, l'UFML propose 4 000 € à ce maire qui nous dira j'ai trop de médecins, je ne veux plus qu'il y en ait qui s'installent chez moi. En fait, on est tous devant cette problématique qui est liée à une demande de soins qui est explosive avec un vieillissement de la population qui ne fait que commencer. Parce qu'on rentre à peine dans le papy-boom. Une profession qui était également vieillissante, des jeunes, on a vu, qui mettent du temps à s'installer et 40% qui ont disparu, des plateaux techniques et des spécialités, et le vrai désert est un désert de spécialistes, qui ont des difficultés à s'installer parce qu'aujourd'hui, au tarif qu'ils ont, ils ne peuvent pas donner vie ou donner une pérennité à leur entreprise médicale, ce qui explique qu'en centre-ville, c'est difficile parce que les charges sont importantes, et à la campagne, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de plateau technique. Donc on est devant, en fait, une médecine libérale qui a été complètement oubliée dans sa forme, oubliant que la chance de la France était d'avoir une médecine libérale forte à côté d'un hôpital fort. On n'a pas voulu donner sa chance à la médecine libérale telle qu'elle était. On n'a pas voulu lui donner les armes pour se développer et que les médecins puissent développer leur entreprise médicale en salariant des secrétaires, en salariant des assistants, etc. On les a maintenus en bas et maintenant on vient jouer les pleureuses en disant « mon Dieu, ça s'effondre ». Moi je dis « attention, maintenant mettons-nous autour de la table tout à fait d'accord, mais il va falloir qu'on ait le courage de dire ce que vaut un médecin, ce que vaut une infirmière, ce que vaut une aide-soignante, et il faut sortir de ce marasme qui a fait qu'on a voulu lier les rémunérations des soignants à l'état économique de la sécurité sociale. Ça a été la faute la plus grande et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des aides-soignantes sous le SMIC ou à peine au SMIC, des infirmières les moins bien payées des pays d'Occident et des médecins qui sont au plus bas de la moyenne européenne. Ça ne peut plus durer comme ça. Le député socialiste de la Mayenne, l'ancien maire de Laval, Guillaume Garot, qui est avec nous ce soir. D'abord, sur la question des rémunérations, disons les choses franchement, c'est vrai aujourd'hui à l'hôpital en particulier que les aides-soignants, les infirmiers sont sans doute pas payés. C'est une évidence à la hauteur de leurs responsabilités et de leur engagement. Certains médecins aussi ne roulent pas sur l'or. Mais disons aussi, pour ce qui est de la médecine libérale, que les conditions sont beaucoup plus correctes, beaucoup plus confortables, si j'ose dire, parce que il y a un chiffre qu'il faut donner, qui est celui du ministère de la Santé, une moyenne nette mensuelle de 6 800 €. Je sais bien, c'est une moyenne, je sais bien qu'il y a des disparités, mais ça remet quand même les choses à leur place. Au-delà de ça, la question qu'il faut se poser, c'est comment on agit maintenant. Parce que c'est pas, et j'ai une nuance ou un point de désaccord avec le docteur Marty, c'est pas toute la France qui est un désert médical. C'est pas vrai. Il y a des zones où ça va très bien, et tant mieux. Et tant mieux. Mais il y a beaucoup de zones, qu'elles soient rurales ou urbaines ou périurbaines, où il y a des vraies difficultés. Et moi, je plaide inlassablement pour qu'on soit dans cette régulation de l'installation. Vous savez, ça existe pour les pharmaciens. Les pharmaciens, ils ne s'installent pas exactement là où ils souhaitent. Il y a des critères en termes de population, en termes de démographie, et du coup, un pharmacien, il ouvre son officine là où il y a un besoin. Eh bien,
moi je considère qu'il faut arriver à un système, sans doute pas identique, mais comparable, qui ferait qu'on répartit mieux aujourd'hui nos médecins à l'échelle nationale, parce que je le redis, avec un exemple très éclairant, en Mayenne, à Laval, il faut 6 mois pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo. À Paris, faites le test, 2 heures après, vous pouvez avoir un rendez-vous en secteur 1, et pas en dépassement d'honoraires, hein, je dis bien en secteur 1 de la Donc sécurité 23 € la sociale. consultation, voilà, c'est ça. Le tarif de base, oui. Voilà, le tarif de base chez un ophtalmo. Donc ça, c'est une réalité. Au-delà de ça, il faut dire qu'il n'y a pas qu'une seule solution. Et je veux le dire de façon la plus honnête qui soit. Bien sûr qu'il faut aussi libérer du temps médical. Ça veut dire que nos médecins aujourd'hui, ils ont sans doute trop de charges administratives, c'est-à-dire des papiers à remplir ou sur les sites de l'assurance maladie, des données à rentrer. Bien sûr que ça, il faut les alléger de ça, de telle sorte que le temps de travail, leur temps de travail, exclusivement du temps pour soigner. Ça, c'est très important qu'on réussisse ça. Ça veut dire qu'il faut donner des moyens pour des assistants médicaux, pour des secrétaires médicaux et médicales. Ça, c'est utile, nécessaire, même obligatoire de le faire. Ce que je veux dire aussi, c'est que les jeunes médecins attendent ce qu'on appelle un exercice coordonné. Ça veut dire pouvoir travailler avec d'autres professionnels de santé ou en lien avec d'autres médecins, d'autres spécialités. Il faut permettre ça. Et ça doit se faire à l'échelle des territoires. Mais ça ne va pas suffisamment vite aujourd'hui. Et puis, aussi, le fond du problème, c'est qu'il faut qu'on forme davantage de médecins. Alors, il y a 2 ans, on a dit on va supprimer ce qu'on appelait le numerus clausus, c'est-à-dire un nombre limité de médecins formés en France. On va en former davantage. Ça, c'était la promesse qui nous avait été faite. C'était Madame Buzyn à l'époque. Sauf que, vous savez, on n'a pas poussé les murs dans les universités. On n'a pas davantage d'enseignants, de professeurs qui sont dédiés à la formation des futurs médecins. Et donc, on en forme un tout petit peu plus qu'il y a 2 ou 3 ans. Ça ne suffira pas. Donc, il va falloir qu'on accélère le rythme de la formation pour former davantage de médecins. Et qu'on ne me dise pas aujourd'hui qu'il y aurait une crise des vocations de la médecine. C'est pas vrai du tout. Vous savez, j'ai regardé les chiffres pour 2020. Il y avait 400 000 vœux de lycéens pour embrasser la carrière des professions de santé et des professions médicales en particulier. 400 000. Simplement, au terme de la sélection avec Monsieur le député, la première année, c'est 35 000 étudiants et 10 000 en deuxième année. Évidemment qu'on perd des vocations. Donc il faut qu'on forme davantage. J'aimerais qu'on écoute maintenant le docteur Jérôme Marty sur la première partie de la réponse du député socialiste de la Mayenne, Guillaume Garot, sur le revenu. C'est vrai que c'est un paramètre important pour expliquer cette disparité médicale sur le territoire français. C'est ces professions qui gagnent tellement d'argent qu'on n'en trouve plus, quoi. C'est assez curieux quand même. Ces professions qui roulent tellement sur l'or qu'on n'en trouve plus. Non, mais on s'aperçoit, docteur Jérôme Marty, d'après les cartes de l'UFC Que Choisir, que plus on est enclavé, plus on paye cher sa consultation. Il y a très peu de secteur 1 à proximité. Mais c'est absolument faux. C'est absolument faux. Vous avez des spécialités qui sont des spécialités qui nécessairement sont dans ce qu'on appelle le secteur 2, c'est-à-dire qui ont la possibilité d'avoir des honoraires complémentaires. Il faut rappeler ce que c'est les honoraires complémentaires. Ça a été créé par Raymond Barre. Raymond Barre, il était en responsabilité à l'époque où il y avait une planification, c'est-à-dire à l'époque où les politiques étaient capables d'avoir des décisions à longue vue. Raymond Barre avait compris que la France n'avait pas les moyens de payer suffisamment ses médecins et donc il leur a ouvert un secteur à honoraires complémentaires abondé par les mutuelles et les assurances privées, qui fait que ceux-ci pouvaient déterminer avec tact et mesure un chiffre plus important que le tarif de base. C'était du temps où les politiques avaient un peu d'épaisseur, ce qu'on a un peu moins aujourd'hui. Les ophtalmos, c'est un secteur 2 extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que métier technique, avec des appareils de plus en plus chers, dans des secteurs où souvent les charges sont très importantes, et donc, sans secteur 2, pas possible. Les gynécologues obstétriciens, les responsabilités civiles professionnelles ont explosé, à tel point qu'il faut faire plus de 300 accouchements pour payer son assurance. Les gynécologues médicaux, pareil,
la judiciarisation de la médecine a tellement explosé pour les échographies que vous n'en trouvez plus. C'était souvent des femmes qui faisaient ça et elles ne font plus d'échographie à cause du risque. Et donc cette profession a tendance à disparaître. Les pédiatres, tel que cite UFC Que Choisir, les pédiatres sont encore moins bien rémunérés que les généralistes. Et vous en trouvez de moins en moins. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors il faut regarder par tous les bouts. Monsieur Garot nous parle très vite des pharmacies. Il nous fait un joli tour d'entourloupe, mais le problème c'est que ça marche pas, quoi. C'est les pharmaciens qui ont demandé à être régulés. Pourquoi ils ont demandé à être régulés? Parce qu'ils étaient trop nombreux. Et comme ils étaient trop nombreux, il y avait un risque pour la concurrence en quelque sorte. Et donc ils ont demandé à ce qu'on définisse une population par pharmacie. Les médecins, c'est tout à fait différent. Ils ne sont pas assez nombreux. C'est tout à fait différent. Et quand on regarde sur la moyenne nationale, là où les pharmaciens étaient 7 fois plus nombreux, là on a à peine demi-fois plus. Donc on voit bien que quand on enlève des médecins quelque part, on crée un désert en devenir qu'il est déjà en fait. Mais on accélère encore plus la descente vers le désert.